Bonjour Arnaud, bienvenue à la Bonjour. conférence 360 organisée par My Private Coach App. Donc, j'ai le plaisir de t'accueillir. Donc, Arnaud Collery, tu es beaucoup de choses. Tu es Chief Happiness Officer, tu es fondateur d'une agence de happiness, donc de bonheur en français. Tu es auteur de Mr. Happiness et organisateur de l'événement Stand Up for Passion, que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelques années au consulat de New York. Et donc, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Tu es là parce que tu es le monsieur bonheur, tu es quand même le pro de la motivation, le pro du reboosting. Et aujourd'hui, on est sur une conférence sur la réinvention. On est sur une conférence qui va aider les gens, qui va les booster, qui va les motiver. Qu'est-ce que tu peux nous dire, comment est-ce que tu peux nous donner un petit extrait de ce qu'est pour toi la motivation et le reboosting? C'est ton tour. Alors, merci Marie. Effectivement, on s'est vu à notre événement au Consulat de France il y a quelques années. C'était 7 femmes. 7 femmes, 7 minutes. C'est un peu ce qu'on fait sur la planète entière. On l'a fait 25 fois autour du monde. Et c'était 7 femmes extraordinaires qui se sont réinventées multiples fois. Et c'est un peu mon dada, la transformation. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, je vais essayer de donner quelques clés et puis voilà, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti depuis quelques mois. Et puis peut-être des petites directions pour certains d'entre nous. Alors, c'est le meilleur moment historique pour se réinventer. C'est quand même incroyable de regarder à ça comme une chance. Certains d'entre nous, d'entre vous, vont complètement se réinventer grâce, et j'utilise ce mot en conscience, ce qui se passe. Avant-hier, j'étais dans un petit cours de théâtre, j'ai envie de reprendre le théâtre un petit peu en ce moment, à Bordeaux. Une femme qui n'était pas du tout comédienne, ça faisait 1 an qu'elle était sur ses planches. Impossible de créer, impossible d'être ce qu'elle est, impossible de se transformer comme un robot. Et là, hier, elle nous a fait un truc de dingue. Elle est devenue comédienne et on l'a regardé, mais donc elle nous a fait un one-man show professionnel, elle qui ne savait pas aligner 2 mots. Et on lui a demandé, et elle a dit, c'est le confinement qui m'a changé. C'est le savoir que je pouvais mourir à chaque instant. Et pourtant, elle a 45 ans, elle est en pleine forme, tout ça. Mais ça lui a donné un déclic. Est-ce qu'elle lui a dit, si je ne me réinvente pas maintenant, c'est-à-dire si je n'ose pas, c'est-à-dire si je ne m'en fous pas du jugement des autres, puisque c'est le premier obstacle au bonheur en France, encore plus particulièrement, qui est le jugement de soi, le jugement des autres. Et c'est s'en foutre surtout des gens autour de vous. On a toujours une partie, encore plus en France, une partie de gens toxiques autour de nous. Et il faut faire le vide, le plein, faire un peu du Marie Kondo, là, pour ceux qui connaissent sur Netflix, celle qui fait la pro du rangement physique, mais aussi mental, et savoir qui on garde à côté de nous pour aller de l'avant. Euh, Réinvention, c'est très proche de la résilience, hein, c'est souvent un peu mêlé. Résilience, c'est résilient en italien. C'est aussi non pas simplement bouncing back, donc retourner en arrière là où on était, parce qu'on ne peut jamais retourner en arrière. Le monde a changé, tu as changé, mais bouncing forward, c'est-à-dire de retourner à quelque chose de plus loin. C'est ça la résilience, c'est ça la réinvention. Donc voilà, et puis le truc génial, c'est que personne ne sait ce qui va se passer. Donc il n'y a personne qui peut me dire, ah, j'ai vécu le Covid-19 et c'est comme ça que ça va se passer. Non, on est tous à égalité. On en a tous pris plein la gueule d'une façon ou d'une autre. Moi, j'avais une boîte d'événementiel, c'était 90% de mon chiffre d'affaires jusqu'à il y a 2-3 mois. Ben, c'est terminé. 90% de mon chiffre d'affaires, c'était monter des événements comme celui que tu as vu autour de la planète. On devait faire quelque chose au Théâtre du Châtelet à 2000 personnes en début octobre. Forcément, c'est mort, plus de sponsors. Donc, obligé de me réinventer à nouveau. Donc, je monte une classe sur l'invention, je monte des vidéos sur la résilience pour des groupes industriels, je vais lancer une plateforme de technologie sur la formation. Enfin bref, je me réinvente à nouveau comme tout le monde. Donc, ce dont je parle, je le revis à nouveau. Donc voilà, on vit quelque chose de quelque part magnifique puisque les gens ne changent pas, ne changent que dans la nécessité. Et la crise est une nécessité. Donc, on est obligé d'y aller. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la réinvention, c'est mon truc, c'est mon dada. Je l'ai fait une quinzaine de fois dans 7 pays. J'avais commencé en finance, puis technologie, puis dans le volontariat, le luxe, le cinéma, la comédie. Plusieurs fois, je suis retombé complètement à zéro. Il a fallu repartir. La dernière fois, c'était il y a 10 ans, après avoir planté un film avec 2000 euros qui me restait à New York. Et 2000 euros, ben, on ne peut même pas payer son loyer, comme chacun sait. Et chaque fois, j'ai dû retrouver une confiance en moi, une confiance mentale qui me permettrait de changer de métier, trouver
trouver une base financière, trouver une nouvelle communauté, c'est ça aussi. Je sais qu'en France, la sémantique est important et le mot communauté est un peu galvaudé, mal vu, mal compris. Mais la communauté au sens américain du terme, c'est-à-dire des gens qui te font confiance. Il faut créer ce cercle de support. C'est ce qu'un peut faire votre plateforme, ce qui est génial. C'est au moins quand tu as des coachs ou tu as des coachs, voilà, tu as des gens qui vont te faire confiance, qui vont voir le diamant en toi. Ce que c'est qu'un coach, c'est un acupuncteur. C'est celui qui peut mettre juste l'aiguille là où il peut se dire, tiens, tu peux peut-être te transformer. Et si tu te posais la question de, parce que c'est ça un coach, ce n'est pas celui qui dit quoi faire, mais c'est celui qui touche là où juste, tiens, là, il y a peut-être une question à te poser. Donc, ce que fait votre plateforme, ce qu'on faisait dans les événements, ce que je fais maintenant par webinaire interposé, c'est tout ce dont les gens ont besoin d'entendre, ont besoin de se faire. Vous savez, il y a quelque chose, même en science, qui s'appelle la neuroplasticité. C'est le fait que plus on travaille quelque part, plus on est en mouvement, quel que soit notre âge. Et ça, c'est sûr, je vais le répéter, quel que soit notre âge. Et je vais le répéter encore une fois, parce que la plupart des gens qui se réinventent, ils ont 40 ans. Quel que soit notre âge, on peut devenir encore plus intelligent du moment qu'on se sert de notre muscle mental, quel qu'il soit. On devient meilleur en piano, on peut le devenir à 40 ans, 45, à 50 ans. La plupart des peintres sont devenus connus après 50 ans. Frida, elle a commencé à peindre, elle très jeune, mais après 1 an à l'hôpital. Van Gogh, il a commencé à peindre une fois qu'il était dans un hôpital psychiatrique, une fois que tu étais enfermé, une fois qu'il y a de la créativité. Donc le confinement ou les conflits extérieurs, il faut les regarder comme de la chance ou comme des cadeaux, comme dirait une amie coach d'Orlando, Belinda. Alors, personne ne vous a garanti une vie linéaire. C'est une vie où tout allait être garanti. La chance, la réussite, la beauté, l'argent, tout. Personne. Là, il y en a qui se pensent « c'est quand même pas facile, là, j'arrive pas à retrouver mes marques. » Mais en fait, de toute façon, c'est une illusion d'avoir des marques, puisqu'on ne sait jamais. Nos points de référence changent en permanence. Tu changes, et si tu ne changes pas, tu es vraiment chiant. Quelqu'un qui ne change pas, qui n'a pas des nouvelles opinions sur quelque chose, c'est quelqu'un de fondamentalement chiant. Donc, tu ne veux pas être cette personne, de toute façon. Donc, tu veux que le monde bouge, même si consciemment, tu ne le veux pas, tu ne crois pas que tu le veux. Inconsciemment, tu as envie que le monde bouge, puisque ça te permet de trouver le meilleur en toi, d'être quelqu'un d'autre. Alors, personne ne vous a garanti ça. 2, il faut voir la vie comme une surprise. Pour moi, ma plus belle phrase, c'est celle de Joseph Campbell qui dit en gros, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais ce sont des surprises à accepter et accueillir chaque jour. Mais même si on reste en fond, c'est Montesquieu qui disait le bonheur finalement c'est pas le fait de l'absence de problème, c'est pas l'absence de problème, mais bien l'habilité de gérer les problèmes. Donc encore une fois, tu le connais, c'est de changer de lunettes, c'est de mettre des verres un petit peu plus positifs pour reframe ce qui se passe, reframe ce qui est en face de toi. Désolé, je fais un peu du Jean-Claude Van Damme spirituel là, mais parfois il y a des mots américains qui expliquent bien. Et puis 2, au 3e point, la réinvention, c'est oui, on va se prendre des murs. Et forcément, et c'est pour ça que là, je parle d'entre vous, à surtout ceux et celles qui sont perfectionnistes. Très dur pour vous, très dur la réinvention. L'événement à lequel tu as participé à New York, j'ai surtout des femmes qui viennent et surtout des femmes très successful dans leur domaine. 35-45 ans, qui gagnent des centaines de milliers de dollars par an et qui viennent à mes événements tous les 2-3 mois et qui disent comment je peux vivre de ma passion comme toi hein. Et donc, à force qu'on me le mange, j'avais commencé à faire des petits séminaires sur comment vivre de sa passion, etc. Et puis, j'ai arrêté parce que j'en ai marre. Aucune voulait changer parce qu'aucune voulait se prendre des murs dans la réinvention. Elle voulait garder tout leur apparat, l'argent qui leur venait chaque mois, etc. Et puis, en plus, se réinventer. Non, quand tu te réinventes, à un moment, tu vas être dans le cambouis. À un moment, tu vas te transformer. À un moment, ça va être murky, comme on dit en anglais. À un moment, ça va être boueux, ça bouseux. Ça va être dur. Mais c'est là-dedans que tu apprends qui tu es. C'est que là-dedans que tu vois qui sont tes amis. C'est que là-dedans que tu vois à quel point ta communauté est derrière toi ou pas. C'est à quel point, là, je viens de perdre un ami récemment par rapport à ce qui se passe depuis 15 ans. Mais heureusement, finalement, je préfère le perdre maintenant. On n'a pas la même conception des choses par rapport à ce qui se passe que beaucoup plus tard. Donc, au contraire, on retourne à l'essentiel en se réinventant. Et ça, c'est plutôt génial. D'autres questions qui vont se poser
qu'il faut se poser en termes de réinvention, c'est est-ce qu'on a du gaz à l'intérieur de nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on a assez de cash, peut-être pour vivre pour 6 mois, 1 an, que durant notre invention? Est-ce qu'on a assez, encore une fois, je veux le dire, mais super important, assez de gens positifs autour de nous? Et les gens positifs, je m'explique. Il ne faut pas simplement, et c'est le défaut des Français quand ils veulent se réinventer, ils vont vers les gens les plus intelligents qu'ils connaissent. Et qu'est-ce que tu penses si jamais… Non, non, non. Tu vas aux gens qui se sont réinventés. Ça n'a rien à voir l'intelligence et l'intelligence de situation. C'est-à-dire les gens qui ont, qui ont pris cette décision, qui ont pris des risques. Je connais d'ailleurs beaucoup de gens intelligents n'osent pas prendre des risques. Ils sont tellement forts dans un domaine, pourquoi en changer finalement? C'est la plupart des gens qui ont réussi leur réinvention, ce n'étaient pas les plus intelligents, les plus intelligents. C'est ceux qui avaient envie de changer parce que faillite financière ou divorce ou simplement bored et voulaient faire autre chose. Et ils se sont donné les moyens. Et ils savaient qu'ils n'avaient peut-être pas accès à toute l'intelligence du monde, mais ils avaient accès à ce qui, moi, le plus important en termes de réinvention, c'est le culot et la curiosité. C'est tout. Le culot, essayer, oser, et la curiosité, c'est-à-dire s'ouvrir, parler aux gens, découvrir des choses extérieures. Pour moi, c'est vachement ce qui compte. Et puis après, bien sûr, c'est toute la base de notre vêtement qu'on a créé, Stand Up for Passion. Je vous encourage à voir notre chaîne YouTube là-dessus, youtube.com/Stand Up for Passion. C'est votre storytelling. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui? Quels ont été les grands moments pivots? Quelles sont vos forces et puis vos faiblesses? Et bien sûr, à l'américaine, se concentrer sur vos forces. Mais déjà comprendre, dans les 10, 15, 20 ans en arrière, qu'est-ce qui fait que j'ai bougé? Qu'est-ce qui fait qu'il y a été la petite lueur? Qu'est-ce qui fait qu'il y a été ce qu'on appelle santori en japonais? C'est-à-dire mon point d'insight, mon point de prise de conscience, où je me suis dit, en fait, il faut que je change. Ou en fait, voilà ce que je suis. Et pourquoi pas me découvrir? Donc, vraiment faire cet effort. Et si tu n'arrives pas, peut-être aller sur votre plateforme et engager un coach. Ou alors, nos amis qui vraiment nous veulent du bien, et encore une fois, aller vers nos amis qui se sont réinventés, pas nos amis qui ne se sont jamais réinventés. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait de bon et que je pourrais peut-être transposer dans un autre domaine? Et puis, donc une fois que vous avez compris votre storytelling, comprendre ses valeurs, vraiment les sentir, les décrire. Et les valeurs, beaucoup je me demande c'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est simplement l'essentiel. Qu'est-ce qui compte pour vous? Il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. C'est que du cerveau droit, les valeurs. C'est qu'est-ce qui compte pour vous à la fin de la journée, en tout cas aujourd'hui. Ça va peut-être changer dans 5-6 ans. C'est comme la raison d'être. Bien sûr, c'est la chose la plus importante. La raison d'être, il y en a qui passent des mois à essayer de définir. Non, non, non. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aller voir un psy pour avoir votre raison d'être. Vous posez qu'est-ce qui compte pour moi et qu'est-ce qui fait que je suis sur cette terre. Pourquoi? Si jamais je devais mourir demain, qu'est-ce qui resterait de moi? Quelle serait la substantifique moelle, tu vois? Quel serait l'essentiel? Je voudrais finir là-dessus. C'est que deux choses. Un, il ne faut pas confondre qu'à terme, vous allez vous en sortir. 80-90% des gens qui vivent une réinvention, qui vivent un événement dramatique, qui vivent un chaos, s'en sortent. 80 à 90%. On parle souvent du post-traumatic stress, le stress post-traumatique. Mais il y a aussi le post-traumatic growth. C'est une science pratiquement inconnue. Donc la croissance grâce aux événements dramatiques. C'est que comme ça qu'on grandit. Tous, même ceux qui, sur les pages glacées de Paris Match, parlent de leur succès à profusion, parce qu'en France, malheureusement, on n'ose pas parler trop des défaits, une connerie monumentale. C'est grâce à leurs défaits, grâce à leur faillite, grâce à leur chaos interne, grâce à leurs conflits internes qui se sont construits, qu'ils y ont été. Mais moi aussi, j'en ai plein. Parfois, on me demande « Ah, mais j'ai l'impression que tout réussit chez toi. » Mais non, non, mais je te disais à l'instant, là, j'ai envie de faire un one-man show sur tout ce que j'ai merdé dans ma vie. Et c'est au contraire, c'est parce que je sais qu'on peut aller au-delà. C'est une fois qu'on met les mains dans le cambouis, qu'on se dit il y a une partie de nous qui doit rester, je vais y arriver, et l'autre qui nous doit donner du courage au jour le jour. Et donc, effectivement, ce n'est pas évident de construire ce tunnel vision. On va y arriver, cette confiance. Et puis en même temps, oh là là, je viens de me lever, c'est dur. J'ai tout ça à affronter pendant la journée et il faut que j'y aille. Il faut que j'aille au taquet. Donc, c'est ces deux choses qui ne sont pas évidentes. Et il faut les deux choses. Ce n'est pas juste du courage journalier et puis pas avoir de vision. Et ce n'est pas simplement de regarder le film The Secret et d'avoir une vision à long terme et puis rien au niveau journalier. Non, non. C'est ces deux choses, je pense,
Enfin, c'est la gratitude. Alors en France, on est champion du monde de la non-gratitude. Moi, depuis que je suis revenu en France, après 20 ans de l'étranger, c'est clair qu'on est quand même dans l'un des plus beaux pays du monde. On a quand même la sécurité sociale. On n'a quand même pas trop de crimes par rapport à l'Afrique du Sud, où j'ai vécu, ou l'Équateur, ou je ne sais trop quoi. On peut quand même marcher dans la rue sans trop se faire agresser trop souvent. Donc bref, même si c'est pas génial, on a quand même, voilà, on a beaucoup de chance. Et de se dire, on a beaucoup de chance, et se dire beaucoup de chance dans notre parcours, dans ce qu'on a fait, de vraiment de regarder les trucs positifs. Et puis je vais terminer là-dessus. Le plus grand risque, c'est celui de ne pas en prendre. Donc, qu'allez-vous faire avec cette belle vie qui est la vôtre? Merci Arnaud. Tu dis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ces quelques minutes. Je retiens, moi aussi je suis aux États-Unis, donc je comprends pas mal de choses de ce que tu dis. Le côté de communauté, le côté état d'esprit, le côté mindset, tous ces mélanges de mots, c'est aussi parce qu'il y a certains mots qui veulent dire quelque chose en français. C'est pas exactement la même chose en anglais. Donc il y a un côté sémantique, il y a l'usage des mots, il y a un état d'esprit, il y a le fait d'être bien entouré. Tu parlais de communauté, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mot qui veut dire plein de choses, mais c'est vrai qu'être juste avec des gens qui nous veulent du bien et être avec, s'éloigner des personnes toxiques qu'on va voir au fur et à mesure des autres conférences aujourd'hui. Euh, on est ici sur une plateforme en effet de coaching, donc c'est aussi pour élever les gens, pour les aider, pour lift up, les rebooster. Et ce que tu viens de dire est totalement vrai. C'est vrai que ça peut être pour quelqu'un qui n'a jamais entendu un discours comme ça peut paraître beaucoup. Euh, mais en fait, comme tu dis, il y a trouver sa raison d'être, c'est quelque chose qui est pas si compliqué en fait. On n'a pas forcément besoin de lire des bouquins, des choses comme ça, mais en effet, il faut prendre le temps, se poser et se poser les bonnes questions. Et soit on y arrive soi-même, soit on a besoin de quelqu'un. Et ça, quand même, c'est aussi ça l'idée du coaching, et c'est aussi pour ça que tu fais ça, je pense, depuis pas mal d'années. Les questions que je voulais te poser, tu t'es déjà pas mal présenté, donc là, je vais plutôt aller sur une question assez spécifique sur comment tu t'es défini à un moment. Tu t'es défini comme un coach du bonheur, comme un Chief Happiness Officer. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Faut se poser la Concrètement, question. c'est Ouais. très clair. C'est très clair. C'est-à-dire que je vais dans une boîte, parce que c'est surtout B2B, c'est surtout comme assez business, tout ce qui est coach du bonheur. Et c'est comment je peux ramener de la joie, de la légèreté, de la déconnade, c'est aussi important. Et comment je peux amener de la profondeur. Moi, de toute façon, c'est ce qui me caractérise depuis toujours. Il y a le côté légèreté, même naïveté dans tout ce que je suis, ce que je fais. Et puis, il y a de la côté profondeur. Et là, enfin, j'ai trouvé un job en fait qui me permettait de mélanger ces deux trucs. Ça passe par des exercices d'improvisation où les gens, avec du role play, ils essaient de devenir quelque chose, d'être coach, de retrouver cette intention de l'enfant. Hein. C'est Picasso qu'on dit tout le monde n'est artiste, tout le monde n'est créatif. C'est simplement une grande partie parce que les choses de la vie, on ne va pas passer 2 heures là-dessus, font qu'on a oublié. On a oublié la créativité, on a oublié de se donner, on a oublié la vulnérabilité. Parce que créatif, c'est la vulnérabilité aussi. Donc il y a les deux choses. La vulnérabilité fait très très peur. Donc comment j'apporte de la joie, et chaque boîte c'est différent, chaque écosystème, chaque entité c'est différent, parce que tout le monde a oublié la joie, parce que quand je travaillais dans l'humanitaire, hein, j'étais récemment juste avant le Covid machin, en Iran pour l'UNICEF, gros stress, je ne sais pas si tu imagines, donc stress absolu pour l'UNICEF. Ils font des choses extraordinaires pour la planète, notamment en Iran, et c'est des gens de l'humanitaire, sauf que il fallait que je ramène de la joie parce qu'elle était partie dans l'équipe. J'ai fait ça, des choses comme ça avec AXA, c'était différent, AXA New York. Enfin bref, chaque équipe est différente. Pourquoi ils ont oublié la joie? Et puis pourquoi la joie encore, c'est beaucoup plus facile à retrouver cette passion, cette joie. Mais la profondeur, 90% des boîtes n'ont jamais atteint cette profondeur. Et ce que j'appelle cette profondeur, c'est de partager des histoires vraies, d'être vrai, d'être authentique. Ce qui est peut-être à ta prochaine question, mais le bonheur pour moi, c'est d'être vrai, c'est authentique. Non, je réponds peut-être à ta prochaine question déjà, mais on ne peut pas être heureux tout le temps. Et moi, je ne le suis pas, je dis en permanence, je ne suis pas tout le temps la banane. J'ai cette positivité pas de naissance, mais de quelque part c'était plus un truc de survie. J'ai dû survivre en étant positif, sinon je me serais éteint, comme tous ceux qui ont eu des expériences dures.
dans mon enfance, je me serais éteint. Donc j'étais obligé, pour moi, c'était cet espoir de trouver ailleurs, de me refaire ailleurs, de me réinventer. Et donc la positivité, et puis voilà, via cette profondeur. Cette profondeur, encore une fois, c'est différent dans chaque boîte. Mais voilà, c'est comme ça. Qui c'est qui l'a décrit d'une autre manière? C'était un ponte américain du management, l'ancien patron de General Electric. Enfin, son nom m'échappe là. Je crois qu'il vient de mourir il y a 2-3 mois. Pas du Covid-19, mais juste avant de vieillesse. Ça arrive aussi. Et il nous a dit que dans chaque boîte, il fallait un of, euh, chief of purpose et puis chief of fun. C'est exactement ce que je fais dans et donc là, avec ce Covid-19, je pense que ça va être encore plus présent, ce métier. Que le mot reste ou pas, Chief Happiness, mais encore plus présent. J'ai formé une centaine de Chief Happiness Officers dans le monde, en France, en Amérique latine et à New York. Alors chacun, ils ont leur spécificité, bien sûr, mais je vais reprendre ma classe en ligne bientôt parce que ça m'excite. Moi, il faut que je sois excité pour former, pour entraîner, pour coacher. Et là, les gens m'appellent, ceux qui n'étaient pas du tout en connexion avec ce que je faisais, qui ne comprenaient pas, qui me regardaient de loin. Et là, ils se disent, ah bah oui, en fait, il faut de l'humanité au travail. Parce qu'en fait, il y a une partie des employés qui va revenir là, qui ne va pas savoir, qui a peur. Et on ne peut pas les juger. Ils ont peur parce que intérieurement, ils n'ont jamais pu régler cette question. La plupart des gens ont peur. Le chaos, la non-stabilité, le fait qu'on n'a plus ces points de référence, ça va être dur, hein, la reprise. La vraie reprise en septembre-octobre, on s'attend à on ne sait combien de faillites, on sait combien de suicides, on le sait. Hein. Et donc, il va falloir de plus en plus de Chief Happiness Officer. De tous les âges, de tous les milieux, c'est surtout des femmes, hein, surtout des femmes 35-40 ans en ce moment. Donc, ça va être passionnant de voir le renouveau encore plus de ce métier. Oui, en effet, merci de nous définir un petit peu plus ce que c'est. C'est vrai que ma prochaine question était liée au bonheur aussi, au fait, est-ce que toi tu es heureux? Mais en fait, dans ce que tu viens de dire, moi aussi, je vois un très gros enjeu parce qu'en fait, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont retourner au travail? Nous, je sais qu'aux États-Unis, 50% de la population peut travailler de chez soi. Donc, comment est-ce que tu crées du purpose? Comment est-ce que tu crées de la joie avec chacun chez soi devant son ordinateur? Et là, il y a un vrai challenge pour moi. Alors là, il y a plusieurs choses. Un, il faut se créer une discipline. Et moi, je te parle à la base, je suis un artiste. Hein, donc la discipline, ce n'était pas franchement mon truc. Mais en fait, j'ai appris que la discipline est importante depuis que je suis coach. J'ai jamais eu de discipline de ma vie avant 40 ans, 42 ans. Et là, en fait, non. Et en fait, j'ai pu réussir certaines choses sans discipline. Et en fait, il faut quand même. Et donc là, surtout en termes de chaos, surtout pour affronter ce qui se passe, il faut. L'un des meilleurs exemples, moi qui étais dans le milieu de l'événementiel jusqu'à Covid-19, qui maintenant va devenir dans le monde de l'éducation, je suis depuis le début de la crise Joe DeSanta. Joe DeSanta, c'est le fondateur des Spartan Race. Tu sais, je ne sais pas si tu connais, Spartan Race, c'est une quinzaine de kilomètres avec des obstacles. Donc le mec, il a perdu tout son business. Hein. C'était de l'événementiel et à l'américaine. Hein. Il n'y a pas d'aide de l'État avec des millions de dollars qui sont donnés comme dividendes aux grosses sociétés françaises. Ça n'existe pas là, pas, franchement. Et donc le mec, il te dit, à 5 heures du matin, il se lève, il parle, il fait des webinaires comme ça, avec des coachs, des thérapistes, des gens comme toi et moi, pour comprendre d'autres clés internes pour lui, pour aller de l'avant. Comment se recréer, comment se réinventer. On voit la différence entre beaucoup d'entrepreneurs américains et français. Les Français, comment je peux garder ce que je suis? Comment je peux garder ce que j'ai? Et puis avoir le plus d'aide de l'État possible. Et les Américains, tout de suite, comment je me réinvente? Il faut se réinventer maintenant. Parce que le nombre de Français qui vont se réveiller dans 6-8 mois avec la gueule de bois à partir de janvier 2021, parce qu'ils n'auront plus rien, plus d'aide, plus d'argent, et là, qui sont en train de siroter les petits rosés parce qu'ils disent oh, tout va recommencer. Non, pas tout va recommencer. Et donc, il faut cette discipline mentale. De se dire et de regarder vraiment ce qui se passe, d'avoir une vue macro du monde. J'entends, là, j'écoute BFM Business, ah ben oui, moins 11% de PIB, je sais pas. Mais le monde entier, c'est pas la France, c'est le monde entier. Vous avez de la chance de ne pas être en Inde. Mes potes en Inde, c'est vraiment les boules. Là, les Indiens, on leur demande de rester chez eux. Les mecs, ils vivent avec $2 par mois. Et tu fais comment? Donc, tu vas crever, tu vas mourir. Non, c'est mieux de bouffer que de mourir du Covid-19, je pense. Donc, on a tellement de chance que… mais bon, je m'évade, je ne sais plus si j'ai répondu à la question tout à coup. Non, je t'écoute. Non, mais c'est super intéressant parce que
Je crois profondément à tout ce que tu dis et pour moi, si on ne se réveille pas maintenant, c'est qu'on n'a rien compris. Donc je suis assez en phase avec ce que tu dis, mais en effet, il y a peut-être des gens qui vont apprendre pas mal de choses, avec ce que tu leur En dis. fait, d'y aller maintenant. Le truc, c'est de ne pas attendre, d'y aller maintenant. Je pense à Laurine, une des filles que j'accompagne dans ma classe de réinvention au webinaire. On fait ça 2 fois par semaine, on termine vendredi. Et mon truc, c'était juste de la booster. Lana, elle a tous les talents du monde. C'est juste, elle a besoin. Et en fait, on lui a jamais dit autant. Il faut juste booster, il faut juste croire et essayer. Tu vas te planter. Et ah bon, ben oui, non, mais c'est 100 portes se ferment, il y en a une qui va s'ouvrir. C'est le numbers game. Euh, euh, je vais dire thanks God, Dieu soit loué. Je n'utilise pas ce genre d'expression, mais bref. Euh, euh, Dieu soit loué, quelque part, j'avais passé 2 ans dans la vente au début de ma carrière. Je suis plus vendeur, mais quelque part, c'est le fait d'apprendre que voilà, tu as un nombre de portes, il y en a toujours une qui s'ouvre. Sauf que tu ne sais pas laquelle, tu ne sais pas quand. C'est le seul truc. Il faut avoir ses visions, il faut avoir ses envies, ses intentions, et là, je parle en connaissance de cause. C'est beaucoup de choses dont j'ai rêvé sont arrivées dans ma vie. Mais jamais quand je voulais et jamais comment je voulais. Jamais, jamais, jamais. Mais elles sont arrivées parce que j'en ai tellement envie. Et je mets le paquet. Et là, les gens pensent que non, mais même pour mon prochain projet sur lequel je travaille, c'est dur. Et encore une fois, j'apprends un nouveau vocabulaire, une nouvelle forme. J'étais très bon dans mon métier de coach et d'événementiel, mais là, je passe dans un autre truc, plateforme, tech, online, machin. Un autre métier. Il faut que je revienne à zéro, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose en anglais, on appelle ça, tu connais en termes de mindfulness, de pleine conscience, de beginner's mind. Une des clés du bonheur, c'est de recommencer comme si tu commençais à zéro dans un domaine. C'est vrai que c'est dur, et plus que tu prends de l'âge, mais quelque part, c'est génial. Moi, je le vois, j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Et là, on fait tous les jours le tour du pâté de maison. Et il va rester pendant 15 minutes à regarder une coccinelle. Oh, coccinelle. Et quelque part, je dis, bon, ça va, on a passé 10 minutes avec la coccinelle, on peut peut-être passer à autre chose. Mais quelque part, maintenant Arnaud, tu as peut-être encore besoin de voir ça. C'est ce dont tu parles, c'est ce que tu as. Tiens, ben non, 15 minutes, c'est passionnant une coccinelle. C'est vrai que ça fait, depuis que j'ai 2 ans, je n'ai jamais regardé une coccinelle. Donc, ce que je veux dire, c'est de repasser du temps à s'émerveiller, réenchanter de la vie. Il y a tellement de belles choses. Et là, c'est la chance qu'on a de vivre à travers ce Covid-19. On revoit l'essentiel. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est génial? De quoi je peux m'émerveiller? De quoi je peux m'émerveiller à l'intérieur de moi, autour de de ce qui fait mon écosystème de vie. J'aime bien parler comme ça. Tu vois, tout ce qui t'entoure. Ah, mais tu as tout à fait raison. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ça parce que souvent, le quotidien du confinement, ça n'a pas forcément été l'émerveillement pour certains. Et en même temps, c'est une occasion unique, qu'on ait des enfants ou pas, de se retrouver entre soi, de se retrouver chez soi, d'avoir un peu de temps pour certains ou moins de temps pour d'autres. Mais ça a été, je pense, un révélateur pour beaucoup et de ce que je vois avec les gens avec qui je travaille aussi, Et, certains ont eu des déclics, comme tu dis. et la dernière chose, parce que je travaille avec un groupe industriel depuis 3 mois, depuis le début de la crise, et donc j'ai vu des managers qui pétaient les plombs. Travailler chez soi avec 2 enfants, ça a été très dur. Surtout si tu te retrouves dans un 60 mètres carrés avec deux enfants à Paris, ils crient, puis toi, il faut que tu fasses du business. Une des clés, c'est aussi de se mettre ces moments de liberté pendant la journée. Tu refuses, et j'ai instauré ça dans ce groupe industriel. Tu instaures entre 13h et 14h, personne ne peut te contacter. Ta famille ou toi, tu as besoin de ce moment de solitude. C'est pas possible autrement. Tu ne peux pas te régénérer. Tu fais du Zoom toute la journée. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Pareil, en tant que coach, pourtant je suis assez habitué maintenant à la vidéo, aux caméras, je ne peux pas non plus. Donc, quelle que soit la demande d'un client, non, j'ai besoin de me retrouver 1 heure, 1 heure et demie où j'ai absolument rien, je ne fais rien, zéro email, zéro chat. Donc, et puis de faire des happy hours virtuels. Encore une fois, donc là, on va sur le côté simplicité, légèreté, où on se retrouve entre collègues et on ne parle absolument pas du business, mais de la fille, des enfants, des emmerdements. Comme c'est difficile, on commisère un peu ensemble, c'est important. Mais voilà, un happy hour, on parle de tout sauf du business et juste on essaie de se déconner, on se raconte des blagues. C'est aussi important. On a besoin de ces moments de soupape.
Non, mais tu as tout à fait raison. Oui, et ça fait du bien de l'entendre parce que ça rejoint le côté discipline que tu disais. Et ce côté, en effet, cette soupape pour respirer, on l'a tous vu, que ce soit moi, mon mari, les gens autour de nous, on n'a pas ce moment. En fait, on se lève, ça hurle, on bosse, ça hurle, on se couche, on s'effondre et puis on se relève. Et rebelote le lendemain, le week-end, ça s'arrête jamais. En fait, on n'a même pas la pause du métro, en fait, qui n'était pas une pause avant. En fait, là, on en rêve de prendre le métro tout seul. S'il faut aller 5 minutes, j'ai envoyé là, dans mon quartier des gens, j'ai jamais vu autant de gens dans leur voiture. Tu Ouais. vois, et arrêter. Et je crois que juste, il fallait que c'était stop à la famille, stop au boulot, ils n'en pouvaient plus. Donc ils allaient dans leur voiture. Et si tu n'as pas besoin de voiture, tu vas juste devant ton immeuble, un truc. Tu pouvais aller devant ton immeuble 5-10 minutes sans qu'on t'emmerde quand même. Donc tu pouvais le faire et tu peux toujours le faire. Et tu as besoin de le faire. Moi, même si tout mon rôle en tant que coaching d'entreprise, coaching du bonheur, c'est de souder les gens, je dis, ne confondez pas. Oui, vous devez vous souder. Oui, vous devez trouver vos points de point commun entre chaque personne, mais aussi et alors ça, à chaque fois, pour eux, c'était un paradoxe, mais vous avez aussi besoin de vous, c'est-à-dire que le midi, comme on va redevenir un nouveau normal, tu n'as pas besoin d'aller au resto avec tes collègues tous les midis, non, non, j'ai besoin d'être avec moi ce midi. Tu ne te sens pas obligé, non, non. Ou alors le vendredi, parce que tout le monde sort ensemble pour une bière ou je ne sais quoi. Non, non, j'ai pas envie. Et tu peux être honnête. Tu peux être honnête. Un des trucs importants dans le truc coaching, c'est être honnête avec soi-même, avec ses émotions, et les partager dans la mesure du possible. Il y a un timing aussi. On ne peut pas toujours les partager tout le temps. Mais il y a un moment dans la semaine où le manager d'équipe devrait dire, OK, qui veut partager ses émotions? Et le manager, surtout s'il n'a pas une formation de coach, il ne faut pas surtout qu'ils fassent un feedback parce qu'il y en a plein qui savent absolument pas comment parler aux gens. Ils ont zéro compassion. Je le vois. 50% des managers ont zéro compassion dans le boulot. Donc, mais au moins qu'ils disent, si vous voulez dire quelque chose, qu'au moins les autres collègues qui disent, oh, il y en a gros sur la patate cette semaine. Et c'est pour ça que c'est crucial, le bonheur au travail. C'est crucial de laisser cette liberté, cette importance des émotions. C'est peut-être ça finalement le bonheur au travail. L'importance des émotions au travail. Oui, dans le pays de Descartes, les émotions sont importantes. Oui, elles sont primordiales. Merci. Merci on a parlé pas mal de bonheur, on a parlé de ce que tu fais, on a parlé de tes projets. Maintenant, j'aimerais bien que tu me donnes quelques clés un petit peu concrètes, peut-être les tiennes, ce qui fonctionne pour toi. Quelles sont tes clés pour être positif en toutes circonstances, Arnaud? Moi, j'ai une des clés qui marche le mieux. Enfin, c'est le sport. Je sais que, enfin, pour moi, c'est sans sport, c'est impossible. Quel que soit votre sport. Vous pouvez être ping-pong, golf, marcher dans la rue à 2 km à l'heure, 2 km/h, je m'en fous. Mais de faire du sport. Pourquoi? Parce qu'on est en mouvement. Tout marche. On dit que d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je suis revenu en France, c'est quelqu'un de ma famille qui a une sorte d'Alzheimer. Et donc, je lis beaucoup sur tous les trucs de réfréner l'Alzheimer. Les gens qui ont fait du sport ont un petit peu moins de chances de l'avoir parce que voilà, toujours une partie de ton corps, de l'esprit, on sait que c'est lié, est en mouvement. Ça, c'est le premier truc. Deux, c'est la discipline mentale. Pourquoi je fais ce que je fais? Et je me donne des disciplines sur ce que je fais. Comment? Trois, gratitude. C'est évident, on va pas revenir là-dessus. Quatre, pour moi, une chose qui m'aide beaucoup sur mon iPhone, là, j'ai une liste de 30 personnes qui m'inspirent. Les noms. Et juste, je les regarde. Il y en a certains américains, d'autres français, d'autres d'ailleurs. Et juste, je regarde leurs noms, hommes ou femmes d'ailleurs, et ça m'inspire. Je pense à ce qu'ils sont, leur essence, ce que j'ai vu d'eux, que je les connaisse ou pas dans la vraie vie. Ça me remplit de quelque part de bonheur. C'est tout. Et c'est bien d'avoir toujours des modèles. Je pense qu'on a toujours besoin de voir d'autres choses. Donc voilà, pour moi, c'est 4 petites clés facilement actionnables. Super, merci. Tu peux nous en donner un de modèle? Oui, Nelson Mandela, hein, c'est le premier qui me vient, bien sûr, parce qu'en termes de réinvention et de résilience, c'est le champion toute catégorie. Hein. C'est celui qui a dit, en sortant de prison, quand même, j'ai visité sa cellule en Afrique du Sud. J'ai vraiment petite. Hein. Moi, je n'aurais pas pu m'allonger. 1m85, je n'aurais pas pu m'allonger en cellule. Donc, je pense qu'il faisait un peu moins. Il a dit une chose en sortant, comment vous avez survécu? Quoi qu'il se passe dans la vie, où j'apprends, où je gagne. T'imagines comme c'est fort.
Ouais. où j'apprends, où je gagne. Et ça, juste cette phrase, après, donc euh, bon, j'en ai Non, mais beaucoup. juste, hein, c'était très bien. C'est celui qui était venu à l'esprit et j'aime bien ce côté. C'est celui qui devient là maintenant. Et maintenant, pour terminer notre discussion, une avant-dernière question. Donc après, on a parlé du confinement. Donc certains pays, c'est encore le confinement, d'autres, ça se déconfine. Je sais que New York, ça ouvre un petit peu, on ne sait pas trop. Quel est le message d'espoir que tu veux faire passer auprès de nos auditeurs aujourd'hui? De vraiment de voir ça, même si c'est difficile, de voir ça comme une opportunité. Et je me le suis dit à moi-même. Hein. Encore une fois, j'ai perdu 90% de mon chiffre d'affaires. Donc, on a quand même quitté New York il y a maintenant plus que quelques mois, pas encore un an, avec ma femme américaine. Je lui dis parce que moi j'ai assez d'événementiel dans le reste du monde, etc. Donc, c'est pas évident non plus de notre côté. Et pourtant, je me suis forcé à me dire, grâce au Covid-19, j'ai compris ça sur moi. J'ai compris ça sur les autres. J'ai vu le vrai visage de un tel. Il y a des gens dans lesquels j'ai vraiment été déçu grâce à la crise, mais quelque part, c'est un cadeau, puisque tu apprends sur eux. Et puis ceux où j'ai agréablement surpris des choses incroyables qu'ils ont faites, qu'ils ont dit, qu'ils sont. Parce que tu vois des personnes émerger, des contrats de gens, quelque part, des choses sublimes émerger en termes de crise. Toujours, c'est là où tu vois les plus beaux diamants. Toutes les crises. Donc, ça arrive, tout ce que tu apprends sur toi-même, sur les autres, sur la planète, sur le monde, ça, c'est une chance inouïe. Et de se forcer la question, grâce à la crise, j'apprends ça sur moi et aux autres. Alors, bien sûr, c'est terrible, c'est horrible, c'est catastrophique. Mais tu es obligé de voir ça comme ça, parce que sinon, tu es énervé. Bien sûr, tu es énervé avec tout ce qui se passe dans le monde. Encore plus avec ce qui se passe là à New York, qui sont les effets de la crise secondaire, etc. Il y a tellement de choses horribles qui se passent en ce moment. Mais il y a une partie de toi qui dit qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Et puis la partie de toi qui dit moi, qu'est-ce que je peux faire moi dans la vie? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je peux faire de positif par rapport à ce qui se passe? Il y a un Américain qui dit c'est tellement difficile, tu perds le contrôle de tout ce qui se passe en ce moment. Ah ben, encore une fois, c'est Joe DeSanta, le patron de Spartan Race, et qui dit donc du coup, you have to triple down on what you can control. Tripler les choses que vous pouvez contrôler. Comme donc discipline mentale, plus de sport, plus de gratitude, tu mets en exergue tout ce que tu as voulu être, tout ce que tu as voulu faire. Et puis surtout, tu ne fais pas la bêtise de dire que dans 6 mois, tout ira bien et on sera revenu à la normale. Non, 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 s'il te plaît. Moi, dans mon domaine, l'événementiel, ça va reprendre 3 ans. Tous les 3 ans. Donc, tu ne peux pas dire, ah ben non, non. Donc, qu'est-ce que tu peux faire en attendant? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as voulu toujours faire? Comme cette fille avec laquelle on a commencé notre entretien, là, qui est devenue une comédienne en l'espace de 3 mois de confinement. Elle n'a pas répété, elle n'a pas été sur une scène, et pourtant, il y a une libération intérieure parce qu'elle s'est dit, je peux mourir demain, et donc je veux oser, et je m'en fous du jugement de l'autre. Et du coup, voilà, la nana, elle est devenue incroyable sur scène. Mais elle a mis son talent sur scène, elle aurait pu le mettre dans quoi que ce soit. Elle aurait pu faire ça dans le monde des affaires, elle aurait pu faire ça dans le développement personnel en tant que coach, elle aurait pu faire ça pour guérir de quelque chose dont elle a besoin de guérir, quoi que ce soit. Mais elle s'est dit, comment je peux utiliser ce qui se passe avec ce que je suis? Donc c'est ça, l'espoir. Vous allez guérir de peut-être vos blessures intérieures grâce à ce qui se passe. Tout ce que je peux dire. Et puis aider, bien sûr, autant que vous pouvez, les gens qui sont à côté de vous ou que vous croisez, qui eux n'arrivent pas du tout à s'en sortir parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Le message d'espoir, c'est ça, c'est que vous allez découvrir des trucs géniaux sur vous et sur le monde. Oui, non, c'est beaucoup d'opportunités. C'est clairement voir le verre à moitié plein. Ouais. Half full. Et c'est clair que ces quelques mois ont laissé des traces et il faut que ça laisse des traces parce que c'est pas possible de revenir à l'avant. De toute façon, ça n'existe pas. On ne revient jamais en arrière. Comme tu l'as bien dit avant, on peut juste avancer. En fait, on n'a pas le choix. Donc, autant avancer dans la bonne direction. Et je suis très contente de compter aujourd'hui parce que tu es une personne qui inspire, tu es une personne qui motive, tu es une personne qui aide les autres et qui les aide à réaliser leurs rêves. Et si on n'est pas né pour réaliser nos rêves, à quoi bon, en fait, finalement? Euh, donc, pour terminer, allez,
On n'a qu'une vie. Donc, comme nous sommes à la fin de cette conférence organisée par My Private Coach App et que, en plus, tu es coach depuis pas mal d'années, consultant, tu fais beaucoup de choses, est-ce que tu peux nous partager ta vision du coaching et quel est pour toi l'intérêt d'une plateforme comme My Private Coach App? Alors, l'intérêt d'une plateforme, c'est clair, c'est qu'on a besoin parce qu'il y a tellement peu de gens qui savent où aller en termes de coach. Donc, voilà, quelque chose qui référence tout un terme tout un tas de coachs, c'est génial. Et puis surtout, pas catégorique. Et qui répond en fait à la deuxième partie de ta question. Qu'est-ce que j'aurais comme conseil sur les coachs? C'est choisis ta catégorie. Tu n'as pas besoin de faire ce qui marche en ce moment, ce que les gens veulent. Je l'ai vu dans mes cours de Chief Happiness Officer, il y en a plein qui disent ah, j'ai envie de devenir comme toi. Oui, très bien, mais fais-le à ta façon. Moi, je te donne des ingrédients, des clés, mais et puis si tu t'appelles pas CHO, on s'en fout. Fais ce que tu as. Une des femmes que j'accompagne, elle vient de comprendre en fait qu'elle veut être coach dans le domaine scolaire. Mais génial, génial. Ah, en fait, c'est pas coach de vie, c'est pas coach business, c'est là où j'ai quelque chose à apporter. Parce que toujours, il faut se rappeler où j'apporte de la valeur avec ce que je suis. Et ce n'est pas forcément où tu as envie d'apporter de la valeur. Très bien si ça se mélange, génial. Ce n'est pas forcément là et ce n'est pas grave. Tu vas peut-être t'éclater dans un autre où les gens sont en demande de ce que tu es. Donc passe autant de temps qu'il faut pour trouver où est-ce qu'il y a une demande pour ce que tu es. Il y a une adéquation, il y a un alignement entre ce que tu veux être et ce que demande ce que demande. Donc voilà, moi je dirais sois aussi spécifique que possible, même si tu as très peu de clients au départ en tant que coach, même si ça me prend des années. Mais c'est une vocation, encore une fois, le monde du coaching. Je sais qu'il y a une partie des gens, malheureusement, qui deviennent coach parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. C'est une vocation. C'est une vocation de l'empathie. Ça ne s'apprend pas, ça se fait. Voilà, normalement, ça doit être dans tes gènes. Donc, si tu aimes, si tu te révèles en aidant les gens, si tu les aides à s'épanouir, réfléchis sur comment tu les aides à s'épanouir. Qu'est-ce qui fait dans toi quelle est ta manière de les faire épanouir? On a tous une manière différente. Il y en a qui sont complètement non académiques, comme je le suis, et je le revendique. Donc, je dis maintenant surtout aux boîtes qui veulent m'engager, si vous cherchez quelqu'un de théorique, d'académique, ne me prenez pas. Moi, je suis même quelqu'un voilà, qui m'est réinventé 100 000 fois, donc je vais parler beaucoup de mes expériences, et je vais parler des 1000 personnes à peu près avec lesquelles j'ai aidé à se transformer ou parler de leur transformation sur scène. Donc, les histoires de transformation, je les ai toutes vues sur quelques 30 pays. Donc, je vais parler de ce que je connais sur le terrain. Je ne vais pas parler de théorie. Donc, il y a plein de coachs qui sont académiques, machin. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous êtes? Quel est votre modus operandi? Comment, non seulement ce que vous êtes, votre contenu, mais aussi comment vous aimez le divulguer. Et puis à l'américaine, commit to it. C'est-à-dire, allez-y, en pleine connaissance de cause. Et puis, c'est un métier freelance, donc il y a des gens qui vont vous juger, il y a des gens qui ne vont pas aimer. On s'en fout. Soyez vous-même, on ne vit qu'une fois. Allez-y avec vos méthodologies et revendiquez ce que vous êtes. Racontez votre histoire en tant que coach. Je suis ça parce qu'il m'est arrivé telle chose. Je fais comme ça parce que j'ai compris que moi, ça me parle. Vous allez parler, plus vous êtes authentique, plus vous êtes aligné sur vous-même, plus vous allez attirer les gens que vous avez besoin de retirer. C'est ça, les gens, ils se disent, qu'est-ce que je dois faire pour attirer? Non, non, non. Plus vous êtes ce que vous êtes, plus vous attirez les gens que vous avez besoin d'attirer. C'est un échange toute la vie. C'est une question d'énergie. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Je sais qu'on parle la même langue. Donc, c'est ça. Voilà, je suis très content voilà, que Florent ait monté une plateforme comme ça. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance à vous parce qu'on en a besoin. Oui. Tout à fait, merci. C'est bien, tu as donné aussi des conseils à des coachs, donc c'est pas mal. Parce que c'est vrai, quand on se lance dans le coaching, moi, pour l'avoir fait quelques années, on ne comprend pas que c'est aussi être entrepreneur. Et que quand on lance une boîte, il faut avoir une niche, il faut savoir à qui on parle, il faut faire tout ça, en fait, tout ce travail de marketing. Même si on l'apprend parfois en formation, on le découvre aussi sur le terrain, parfois après des années, comme moi. Il y a un coach qui me demande, est-ce que tu penses que je dois monter un podcast ou un blog? Évidemment, à moins que tu sais déjà que tu veux faire du coaching juste pour 1 an, 2 ans. Va pas t'emmerder à monter un blog, c'est du temps, un blog, les podcasts, tout ça, les événements, c'est du temps. Mais si tu sais que tu veux le faire pour au moins 5 ans, que ça va être une grosse partie de ta vie, 5 ans aujourd'hui, c'est énorme. Hein. 5 ans aujourd'hui, c'est comme 20 ans dans l'ancienne génération. Donc oui, commence ton blog maintenant, ton podcast maintenant, mais bien sûr, autant de réseaux, et tu t'en fous qu'il y ait 60 vues.
60 écoutes, tu commences. Le truc, c'est pas, encore une fois, les perfectionnistes, c'est très dur pour eux de devenir coach parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Rien n'est parfait quand tu commences, quand tu te lances. Mais il faut, oui. Et puis, ces perfectionnistes, parfois, ils ont besoin d'une deadline. Moi, je suis perfectionniste, mais je me mets des deadlines et donc, ben, c'est fait la veille, mais au moins, c'est bien fait la veille. Donc, il y a, voilà, il faut savoir qui on est, en fait. Si on ne sait pas qu'on est perfectionniste, on ne peut pas savoir comment gérer ce côté-là. Et c'est tout l'objet du coaching, du développement personnel. Et c'est vrai qu'on va voir dans toute la suite de cette conférence. On a des podcasteurs aussi qui sont là, certains qui a fait un podcast à New York. Donc c'est speak up. Enfin, c'est à partir du moment où on peut pas rester chez soi et faire son petit truc. Malheureusement aujourd'hui, si on veut avoir de l'impact, il faut parler, il faut s'exprimer, que ce soit à l'oral, à l'écrit, dans des vidéos, peu importe. On n'est pas tous fans d'Instagram, hein, c'est ok. Mais c'est vrai que tu donnes des très bons conseils. C'était très très inspirant de t'avoir. On va donner la parole à nos prochaines conférences. Mais merci encore Arnaud et au plaisir de connaître tes futurs projets. Merci à toi. Merci Marie.